Dans le sommaire, vous l'avez remarqué sans doute, Télé 50 a un nouvel habillage depuis cet avant-midi. Des nouveaux génériques de contenu de plus en plus numérisés et fournis et de nouveaux programmes. La nouvelle présentation de la chaîne panafricaine a été rendue publique ce samedi par son directeur général lors d'un plateau spécial. Et dans l'actualité également, Félix Tshisekedi a inauguré ce samedi l'usine de montage de bus de marque Mercedes-Benz. Des véhicules avec mention fabriqués en RDC circuleront bientôt sur nos routes et vont servir au transport en commun. Et dans le monde au Soudan, l'armée et les paramilitaires ont accepté un énième cessez-le-feu depuis 24 heures déjà. Il est entré en vigueur ce jour justement et a été négocié par les Américains et les Saoudiens. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À l'occasion de ce nouvel habillage que j'ai annoncé dans le sommaire, Télé 50 n'a pas pris les choses à la légère. Les invités triés sur le volet entre politiciens et acteurs des médias ont assisté à ce qui sera la nouvelle image de Télé 50 à l'écran. Son directeur général Jean-Marie Kassamba a lui-même donné la leçon. Un très long tapis rouge a recouvert tout le couloir des installations de la chaîne. À chaque 2 mètres, des tables hautes suivies des calicots du patron de l'espace 50, souhaitant la bienvenue aux différents invités. À quelques minutes du go du journal de 13h, Jean-Marie Kassamba apparaît lui-même dans une magnifique chemise bleu royal, annonçant les couleurs de ce à quoi les téléspectateurs devront désormais s'habituer. Je vais commencer la journée avec vous. Sur Télé 50, chaque semaine, nous commençons dès lundi. De lundi à dimanche, du matin au soir, tout a changé. Déjà classé haut du point de vue esthétique dans le paysage médiatique congolais, Télé 50 ne semble pas vouloir faire marche arrière. Les invités émerveillés le reconnaissent juste après avoir suivi in situ le journal de Grace Salambo à 13h. Jean-Marie Kassamba, qui a été dans la coordination de ce travail de bout en bout, a tenu à féliciter devant les invités et en direct tous les techniciens et journalistes qui ont été sur le pont pour la matérialisation de sa vision. Considérons que cette œuvre ne doit pas s'arrêter là. Depuis 2010, aujourd'hui en 2023, ça fait 13 ans. Dans une ambiance bon enfant, les invités ont partagé un cocktail tout en échangeant sur la détermination de Télé 50 qui sert d'exemple naturellement à plusieurs concurrents dans le secteur. L'usine se nomme Suprême Automobile. Elle va s'occuper du montage de bus de marque Mercedes-Benz ici à Kinshasa, dans la capitale. Son inauguration était intervenue ce samedi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la République, l'implantation de cette usine va créer 500 emplois directs pour les jeunes Congolais. Un événement historique qui intervient plus de 30 ans après le départ du géant américain, l'automobile General Motors. L'unité industrielle est la propriété de l'homme d'affaires Harish Jaktani et est installée au quartier industriel de Limete à Kinshasa. Elle est dotée de toute la chaîne de montage pour produire 2 gammes de bus Mercedes-Benz pour de transport en commun. L'usine Mercedes-Benz de Kinshasa compte produire 25 bus par mois. Et la fondation Étienne Tshisekedi vient de lancer ce samedi dans son site de Kinshasa, Bandalungwa, les travaux de construction de l'académie Dr Étienne Tshisekedi Date Academy. Ce projet vise à pérenniser les idéaux et valeurs prônés et défendus par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quelques jours après la signature du contrat de construction avec le groupement Assav Izurba Hydramas, le directeur général de la fondation Étienne Tshisekedi, maître Aruna Ndarabu, a procédé à la pose de la première pierre et a lancé les travaux de construction de l'académie Étienne Tshisekedi. Selon lui, cette institution, qui est une école post-universitaire, aura comme mission d'enseigner aux apprenants de partout à travers le monde les valeurs qui rencontrent les combats de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette académie est en fait une école post-universitaire. Ne seront agréés que de licenciés dans n'importe quel domaine, droit, médecine, sciences politiques, des ingénieurs et autres.
Donc une école post-universitaire de formation professionnelle où on commencera à délivrer des masters professionnels après une formation de 2 ans dans des domaines entre autres de la culture de la paix et règlements pacifiques des différents, la démocratie sur la bonne gouvernance, sur l'éthique, donc différentes valeurs qui ont été prônées et défendues par Dr Etienne Tshisekedi, et donc ça sera maintenant retransmis pour essayer de le pérenniser de génération à génération. Hassana Jackie, gérante de la société Izurba, jure sur le respect de l'engagement. C'est un grand honneur qu'on nous a accordé pour construire, pour accompagner la vision d'un si grand homme, le docteur Etienne Tshisekedi, un monument, et nous sommes vraiment honorés. Nous remercions la famille, la fondation. Nous vous rassurons que le travail sera fait dans les délais et ça sera du bon travail. Il s'y est de rappeler que la durée des travaux est de 10 mois. Et le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a présenté son rapport annuel des activités 2022 au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, vendredi dans son cabinet de travail. La commission a plaidé pour la révision à la hausse du budget lui alloué par le gouvernement national. La délégation du CNDH était conduite auprès du speaker de la Chambre haute par son président Paul Ntsapou. Selon ces derniers qui s'est exprimé au sortir de la rencontre, sa délégation a profité de cette occasion pour présenter au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, quelques difficultés auxquelles la CNDH fait face dans l'exercice de sa mission. Au nombre de ces écueils figure notamment le budget insuffisant mis à la disposition de cette institution d'appui à la démocratie qui ne permet pas à celle-ci de bien fonctionner. Les plaintes et quelques cas de violation des droits de l'homme constituent aussi l'architecture du rapport que la CNDH a remis au président de la Chambre haute du Parlement. Ce sont des plaintes, ce sont des violations des droits de l'homme, ce sont des recommandations par rapport à ces situations de droits de l'homme qui couvrent tous les champs, si vous voulez, dans le domaine des droits de l'homme, catégorie par catégorie, même qui touchent aux générations de droits de l'homme. La question, c'est également par rapport à la situation d'insécurité que connaît le pays, du fait que le Rwanda continue à attaquer la RDC à travers certains groupes. Paul Ntsapou a également saisi cette opportunité pour plaider auprès de l'autorité budgétaire pour une amélioration du budget alloué à la CNDH lors de la prochaine session budgétaire. Et les travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs ont été lancés à Kinshasa. Ces assises visent à améliorer le traitement des agents du secteur sanitaire. Il n'y aura plus de grève à répétition dans le secteur de la santé publique en RDC. Le ministère de la Santé a lancé les travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé et des services publics de l'État. Ces travaux qui réunissent les bancs syndicales et le gouvernement et l'opérationnalisation de la commission internationale pour assurer le suivi des résolutions des Bibois 2. Ces assises ont pour objectif, entre autres, mettre fin aux tensions sociales dans les secteurs de la santé. Nous, on avait menacé d'aller en grève et aujourd'hui, le gouvernement a répondu favorablement tout en organisant ce cadre. Et nous allons croire que les choses vont évoluer très bien, raison pour laquelle nous demandons aux agents et cadres du secteur santé d'être apaisés. Pour les représentants du gouvernement, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, qui a rassuré ses partenaires de la volonté du gouvernement Sama Lukonde d'améliorer le social du travailleurs congolais à travers le dialogue permanent avec les banques syndicales. Il faut que ces revendications se réalisent avec le concours de nous tous. Cependant, vous et nous savions très bien que le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prônée par le président de la République, notamment à travers l'ambitieux programme de la couverture santé universelle. Parmi les revendications des professionnels de santé, on peut citer le non-respect des engagements, le retrait de la loi Mafuta au Parlement qui, d'après eux, viole la liberté syndicale.
Et puis la 5e édition des rencontres des jeunes européens, European Youth Event 2023 a vécu au Parlement européen de Strasbourg en présence de la vice-ministre de l'EPST. Les discussions ont tourné autour des enjeux de la transition énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Aminata Namassia a plaidé pour une action conjointe des deux continents. Christian Kalonji. C'est sous le thème « La transition énergétique au cœur des relations entre l'Europe et l'Afrique » que s'est tenue ce samedi 10 juin 2023 la 5e édition des rencontres des jeunes européens au Parlement européen de Strasbourg. Représentant la République démocratique du Congo à ses assises de haute portée internationale, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a de prime abord relevé que l'organisation d'une table ronde par des jeunes sur l'enjeu de la transition énergétique entre l'Europe et l'Afrique est une initiative qui mérite tout respect car le secteur de l'énergie en Afrique est vital pour les perspectives socio-économiques, l'amélioration des moyens de subsistance et l'accès aux opportunités. Pour Aminata Namassia, ce secteur reste un défi de développement majeur pour le continent car plus de 700 millions de personnes cuisinent encore avec la biomasse traditionnelle. Poursuivant son discours devant ces jeunes réunis pour la circonstance, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a martelé sur le fait que la transition énergétique euro-africaine doit être pensée selon le principe du gagnant-gagnant. Tout en vantant la politique du gouvernement de la République, Aminata Namassia a indiqué que la RDC continuera de soutenir une transition énergétique durable, à la fois en termes écologiques et économiques, ce sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après son discours, la vice-ministre de l'EPST a répondu aux questions de la presse relatives à cet événement. Et le bureau de l'Assemblée provinciale a annoncé qu'il n'y a aucun arrangement occulte entre son président et le gouverneur Gentini Ngobila. Les préoccupations de Godé Mpoyi, notamment les questions posées sur les comptes parallèles, fictifs, fausses pièces comptables sont documentées et des enquêtes sont donc en cours. Une mise au point qui survient après que la réconciliation entre les deux personnalités a fait jaser sur Internet. Le communiqué est rendu ici par Jean-David Kilolo. Pour le bureau, il est question de clarifier que le geste de salutation publique entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville de Kinshasa ne doit en aucun cas être interprété comme un arrangement occulte ou une compromission visant à étouffer les préoccupations soulevées par les récentes correspondances du président au gouverneur. Il convient de comprendre qu'il s'agissait simplement d'une démarche visant à apaiser les récentes tensions observées au sein de l'opinion publique et à favoriser la collaboration et les dialogues constructifs entre les institutions dans le but ultime de préserver le bien-être de la population de Kinshasa. Les bureaux regrettent que certains individus malveillants aient exploité cette scène pour propager des rumeurs infondées insinuant des pots de vin et des arrangements illégitimes. Le bureau tient à souligner avec force que de telles accusations sont totalement fausses et calomnieuses. Le président de l'Assemblée provinciale agit dans l'intérêt des Kinois et de la transparence, sans aucun motif personnel ou de chantage. Il est important de souligner que toutes les préoccupations soulevées par le président de l'Assemblée provinciale à l'égard du gouverneur de la ville de Kinshasa ont été dûment documentées et reprises par les commissions compétentes de l'Assemblée. Ces commissions sont en cours d'enquête et de suivi auprès de l'exécutif pour obtenir les réponses nécessaires et fournir un rapport exhaustif à l'Assemblée plénière. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa soutient pleinement le président Godé Mpoyi dans son engagement pour la transparence, la bonne gouvernance et la défense des intérêts de la population. Et le cardinal Tagle, représentant personnel du pape François, est arrivé à Lubumbashi ce vendredi soir pour clôturer le 3e congrès eucharistique de la SENCO. L'on a noté aussi l'arrivée à Lubumbashi du Premier ministre Sama Lukonde, qui est en mission officielle dans le Haut-Katanga. Jean-Marc Nkoulou et Teddy Okita pour le reportage. À sa descente d'avion, le cardinal Tagle et représentant du pape François II a été chaleureusement accueilli par le gouverneur Jacques Kabula-Katwe et un comité restreint des évêques catholiques rangé au bas de la passerelle, avec à la tête le chef de l'archidiocèse de Lubumbashi, l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba.
Le cardinal Luis Antonio a salué les autres évêques et prêtres. A noter que les chrétiens venus des différentes paroisses ont effectué des déplacements pour souhaiter la bienvenue aux représentants du pape François qui va procéder à la clôture du 3e congrès eucharistique national de la Seine-Côme. C'est à l'aube de ce samedi 10 juin 2023 que l'avion transportant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a atterri à Lubumbashi. Il a été accueilli aussi par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, le membre du gouvernement provincial ainsi que les autorités provinciales, urbaines, politico-administratives. Samaloukonde est dans le Haut-Katanga pour une mission officielle. Et parlons à présent du lancement de la récolte du maïs dans la ferme de la société Terra au Haut-Katanga. C'est le ministre national de l'Agriculture, José Mpanda, qui a procédé à cette opération mercredi dernier. Au moins 14 000 tonnes de maïs sont attendues sur le 2000 hectares cultivés. Aussitôt arrivé dans l'après-midi du mercredi 7 juin à Lubumbashi, maître José Mpanda Kabangu s'est directement rendu à la ferme de la société Terra, située à 90 km de la route de Kasenga, dans le village Lubanda. Après accueil, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement de la récolte de 2000 hectares de maïs. Un rendement de 7 tonnes par hectare est attendu selon la chargée de développement du business d'Iterra, Gracia Kabanga, soit un total de 14 000 tonnes. Satisfait site du ministre Mpanda. Mais sinon, moi j'encourage, vous êtes vraiment dans la mécanisation d'agriculture, c'est ça l'implication, c'est ce que j'ai vu et ce que vous faites, vous êtes éligible. Pour la saison A qui débute en septembre prochain, la ferme Terra qui dispose de 10 000 hectares envisage exploiter 3 000 hectares pour atteindre une productivité de 21 000 tonnes de maïs. Les travaux de dessouchage sont déjà entrepris et évoluent bien. Seulement, Madame Gracia Kabanga s'est plaint de l'environnement fiscal et parafiscal qui asphyxie leur activité. Maître José Mpanda a promis de porter cette doléance auprès du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture a été ensuite amené à visiter la minoterie African Mining à Lubumbashi, capable de produire 336 tonnes de sacs de farine par jour et qui dispose de 6 grands silos avec la capacité de stockage de 36 000 tonnes de maïs. D'après M. Raï, propriétaire de la société Terra, cette farine est vendue à $17 les sacs, soit moins de 40 000 francs congolais à Lubumbashi. Le ministre Mpanda a clôturé sa visite par Congo F, où sont élevées les poules pondeuses. Elles sont 300 000 qui produisent en moyenne 180 000 œufs par jour qui sont déversés sur le marché du Haut-Katanga, d'Ilo-Alaba et du Kasaï. Il faut signaler que Terra, African Mining et Congo F constituent une plateforme agricole intégrée avec zéro déchet dans le processus de production, étant donné que les sous-produits de l'une est la matière première de l'autre. C'est-à-dire, Terra la ferme produit du maïs qui est transformé à la minoterie African Mining. La minoterie produit la farine et le sang du maïs. Le sang du maïs, à son tour, est l'une des matières premières pour la fabrication de l'aliment pour les poules pondeuses. Les pondeuses produisent de la fiente qui est utilisée comme engrais organique à la ferme Terra pour amender les sols. C'est donc un système vertueux d'économie circulaire et de développement d'une chaîne de valeur de maïs que M. Raï a construit avec la société Terra. Le ministère de l'Agriculture voudrait avoir un partenariat public-privé, PPP, pour accomplir la vision du président de la République, à savoir la revanche du sol sur les sous-sols. Des rhinocéros blancs dans le parc de la Garamba, cela n'était plus possible depuis 2006 où les gestionnaires du parc ont perdu les traces de derniers membres de cette espèce rare qui était pourtant dans leur environnement naturel. Grâce au partenariat entre la firme Barrick African Parks et l'ICCN, le repeuplement du parc a commencé, une cérémonie historique déroulée vendredi en présence du gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga. Un avion du type militaire, voilà les dispositifs choisis par la firme Kibali pour rapatrier ces 8 rhinocéros blancs de l'Afrique du Sud à la RDC. La brève et émouvante cérémonie de débarquement est supervisée personnellement par le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, ici à Doko. Juste après, l'autorité provinciale prend la direction de la RN26, direction Faradje, où il est à chaque instant stoppé net par les marées humaines enthousiasmées jusqu'au niveau du pont d'Ungu pour s'imprégner de son état. Nous avons la foi que sa présence dans les territoires et parages pourrait impacter positivement le développement même de ces territoires.
Ici à Nakero, en plein parc de la Garamba, le gouverneur du Haut-Tuélé est accueilli par les éco-gardes et les FRDC avant d'être conduit jusqu'au site de débarquement des animaux. Escorté par ces dispositifs sécuritaires impressionnants, la délicatesse opération de débarquement de bêtes intervient quelques minutes après. Je pense bien que la venue de ces animaux va booster le tourisme, mais va aussi nous contraindre, nous tous, que ce soit le gouvernement central et le gouvernement provincial, à travailler sur les infrastructures de façon que nous soyons très fréquentables. Après 72 heures de réadaptation, ils seront relâchés dans la nature pour retrouver les 8 autres membres de la famille venus dans les mêmes conditions. Au total, 76 animaux seront réinsérés ici pour repeupler ces patrimoines étendus sur 12 900 km² dans lesquels œuvrent plus de 300 éco-gardes et des centaines de FRDC pour la sécurité. Et dans le secteur énergétique à présent, après plusieurs mois dans le noir, le directeur général AI de la Société nationale d'électricité, le professeur Teddy Luamba, a remis un transformateur neuf au camp Matadi Mayo dans la commune de Mongafula. Des scènes de liesse, de la joie mêlée du sourire pour ces habitants et vendeuses de Matadi Kibala qui n'espéraient plus revoir du courant électrique de sitôt. À peine rentré au pays, après une mission qui l'a conduit au Malawi, le directeur général intérimaire de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, loin de tout repos, est allé déposer un tout nouveau transformateur à Matadi Kibala. Réduire considérablement les poches noires dans la ville de Kinshasa, le professeur Dr Teddy Luamba en a fait son cheval de bataille, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, lui qui a fait de l'énergie électrique l'une de ses priorités. Nous sommes en train de continuer notre politique de récupération de poches noires, de remplacement des transports avariés dans la ville de Kinshasa. Ici, la population n'a pas été desservie en électricité pendant un mois suite à une avarie de transformateur. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut que nous puissions accompagner notre clientèle en leur offrant un service de qualité. Ce coin de la capitale, plongé dans le noir pendant plus d'un mois, a privé au petit commerce de faire fonctionner les activités normalement. L'arrivée du directeur général intérimaire de la SNEL est un nouveau départ pour eux. Il importe de noter que la SNEL mène l'opération Zéro Molili, initiée par son directeur général ad intérimaire, l'objectif étant de réduire sensiblement les poches noires pour que le courant électrique ne soit plus une denrée rare. Voilà, c'était un reportage extérieur. En politique à présent, l'Union des communicateurs de la République, l'une des plateformes qui communique pour Félix Tshisekedi, est revenue à la charge pour expliquer sa mission depuis sa création. Lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, son coordonnateur a résumé les objectifs de l'organisation qui regroupe des politiques et des personnalités d'autres domaines. Elle est présentée comme la première structure de communication des actions du chef de l'État, du gouvernement et d'autres institutions. Pour ce vendredi, c'est un point de presse qui est organisé en vue de présenter l'organisation et de parler également des réalisations du chef de l'État. Image à l'appui, son coordonnateur Fumun Toto est revenu d'abord sur l'identité graphique de la plateforme et tout le symbolise. C'est lui la clé. Mais dans cette clé-là, nous voyons ça, c'est la carte du Congo. Le chef de l'État est là, mais cette clé va jusqu'en dehors du Congo. Sa diplomatie agissante, proactive et réaliste. Ensuite, il a été question de présenter à travers des projections les différents chantiers en cours, tout comme achevés, réalisés par Félix Tshisekedi, mais principalement dans la province du Lualaba. Même dans ce que nous avons filmé au Lualaba, ça ce n'est qu'une première partie, d'autres parties arrivent. Mais je vous assure que j'ai vu des écoles Lualaba qui soient conformes avec les élèves des écoles de l'Europe. Et je vous promets que dans la deuxième partie, vous verrez ces écoles. Ce n'est pas vous qui serez étonnés parce que je sais que vous en savez quelque chose. Mais ceux qui n'y croyaient pas vont découvrir encore davantage le président Tshisekedi au Lualaba par les écoles. L'Union des communicateurs est depuis quelque temps sous le feu des projecteurs. Créée il y a peu, l'organisation gagne du terrain et s'affirme de plus en plus dans les différentes plateformes de communication en RDC.
Et le parti politique Juste Patriote pour la République a effectué sa sortie officielle samedi à Kinshasa. Pour son initiateur, Grégoire Mirindi, il faudra supprimer les assemblées provinciales, le Sénat et autres institutions pour orienter suffisamment les moyens vers les infrastructures et le social pour le développement du pays. Les activités du JPR, Juste Patriotique pour la République, ont été lancées ce jour devant des milliers de cadres et militants. Ce parti politique, selon son président national Grégoire Mirindi, entend construire un État digne. Juste Patriote pour la République, dans son approche progressiste pragmatique, compte étudier les vrais problèmes du pays et les résoudre de manière à impacter réellement la population. Beaucoup de pays n'ont pas été développés par la décentralisation ni par la déconcentration. Développer un pays, c'est une question de volonté. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es sur un territoire décentralisé ou déconcentré, n'est-ce pas, pour que tu construises une maison. Tu as seulement besoin des moyens et de résoudre un problème concret qui se pose à la population. Et c'est ça notre approche, notre pragmatisme. Nous ne voulons pas la spéculation. Nous voulons voir le problème, l'attaquer pour que la population, à la limite, voie et vérifie par le sens ce que nous avons proposé. À quelques mois des élections, Grégoire Mirindi affirme que cette question ne l'intéresse pas et que le développement du pays passe par les infrastructures socio-économiques et non par la décentralisation. Nous proposons même de supprimer les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les Sénats. Par exemple, les élections d'appui à la démocratie. Tous les moyens seront orientés ou vers le social, les infrastructures, la défense et les infrastructures socio-économiques et la santé. Porteur de la vision pour le changement des secteurs et de la nation, Grégoire Mirindi estime que le JPR va soutenir l'union sacrée de la nation si les chefs de l'État rassurent qu'il y aura les débats sur la construction des infrastructures et non seulement sur le partage du pouvoir. On va terminer au Soudan. L'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont accepté un énième cessez-le-feu de 24 heures entré en vigueur samedi matin et négocié la veille par les médiateurs américains et saoudiens. Les précédentes trêves n'ont quasiment jamais été respectées depuis que le conflit a éclaté le 15 avril dernier. Les annonces des trêves s'y suivent et s'y ressemblent. Un cessez-le-feu est entré en vigueur samedi 10 juin au Soudan, où les habitants ont peu d'espoir de les voir appliqués après de nombreuses trêves violées en bientôt 2 mois des conflits, qui a conduit à une grave crise humanitaire. Les camps de 2 généraux en guerre ont accepté une trêve de 24 heures, avaient annoncé vendredi les médiateurs saoudiens, qui a accueilli depuis des semaines des négociations entre les belligérants. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts selon l'ONU. Rappelons qu'il s'agit d'un énième cessez-le-feu dans cette guerre déclenchée le 15 avril entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les partis se sont engagés à cesser les violences dans tout le pays pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire selon les ministères saoudiens des Affaires étrangères. Le commandement général de forces armées va toutefois déclarer qu'il s'est réservé le droit de répondre à toute violation que les rebelles pourraient commettre. Place au rappel des titres à présent. Télé 50 a un nouvel habillage depuis cet avant-midi, des nouveaux génériques, de contenu de plus en plus numérisé et fourni et de nouveaux programmes. La nouvelle présentation de la chaîne panafricaine a été rendue publique ce samedi par son directeur général lors d'un plateau spécial. Et dans l'actualité aussi, Félix Tshisekedi a inauguré ce samedi l'usine de montage des bus de marque Mercedes-Benz. Des véhicules avec mention fabriqués en RDC circuleront bientôt sur nos routes et vont servir au transport en commun dans un premier temps. Et au Soudan, l'armée et les paramilitaires ont accepté un énième cessez-le-feu de 24 heures. Il est entré en vigueur cet avant-midi et a été négocié par les Américains et les Saoudiens. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.
La famille Disinga et la famille Sansois ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur sœur, mère, maman Marie-Louise Nkiawete Disinga, mort survenu à la clinique Ngaliema le 26 mai 2023. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 12 juin, veillée mortuaire dans la salle La Fontaine, située sur l'avenue Banalia, 38, au coin Gambela. Mardi 13 juin, 9h, exposition du corps à la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, départ pour l'enterrement au cimetière Kimberley. 15h, bain des consolations dans la salle Fontaine, Banalia 38, croisement Banalia Gambela. Ce communiqué tient lieu de faire part.